Dans cette vidéo, je vais vous présenter un dispositif graphique extrêmement simple que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ou pratiqué. On le retrouve souvent dans des contextes de créativité, de détente, parfois même présenté comme thérapeutique. Pourtant, selon moi, ce type de proposition reste très souvent occupationnel. On dessine, on se détend, on fait quelque chose, mais sans forcément qu'un véritable travail psychique ne soit engagé. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment ce même dispositif peut devenir un outil d'art-thérapie clinique, c'est-à-dire un espace où se révèlent des dynamiques psychiques profondes, notamment le rapport au cadre, aux limites, et à ce que l'on appelle la parentalité interne. Le dispositif se déroule en 3 temps. Dans un premier temps, vous prenez une feuille placée en format paysage. Vous tracez ensuite une ligne continue, sans jamais lever le crayon, une ligne faite de courbes, d'entrelacs, de boucles. Dans un second temps, vous remplissez les formes fermées ainsi créées, avec une seule couleur ou avec plusieurs selon votre élan. Dans la deuxième partie, vous avez une autre feuille à côté de vous, et sur cette feuille, vous notez tout ce qui vous traverse pendant le tracé et le remplissage. Vous notez des mots, des sensations, des pensées, des choses simples, mais aussi peut-être des choses plus compliquées. On y verra soit de la détente, qui apparaît immédiatement et sans effort, soit un sentiment de contrainte, des résistances qui seront intéressantes à observer. Par exemple, vous pouvez écrire « Je m'ennuie » ou « J'éprouve du plaisir ». Ça me fait du bien, ça me fait penser à un jardin. Le jaune, j'aime la lumière. Les couleurs sont joyeuses, elles sont paisibles. Ou bien je ressens de l'agitation. Je ressens du contrôle, de la fatigue, j'ai envie d'arrêter. Cette feuille permet de rendre visible ce que j'appelle la deuxième scène, le discours interne, ce qui se joue psychiquement pendant que la main agit. Dans un troisième temps, à la fin de votre temps de dessin, vous essayez, dans une dernière phase, d'écrire un texte cohérent qui reprend les éléments que vous avez écrits sur la feuille. Il est intéressant de noter que dès la première phase, on observe des différences très marquées entre les personnes. Certaines remplissent entièrement la page, d'autres tracent seulement quelques boucles très espacées. Certaines investissent le remplissage avec lenteur et soin, d'autres très rapidement, parfois avec agacement. Ces différences ne relèvent pas d'un style artistique, mais témoignent d'un rapport au cadre, au plein, au vide et à la limite. Et c'est ici que la notion de parentalité interne devient centrale. La notion de parentalité interne est issue entre autres de l'analyse transactionnelle, mais elle dialogue aussi avec la psychanalyse et la clinique du développement. Très simplement, la parentalité interne désigne la manière dont chacun a intériorisé les figures parentales, leur façon de poser des limites, de soutenir, d'encourager, de contenir, ou au contraire d'être intrusif, absent, rigide ou imprévisible. Dans l'analyse transactionnelle, on parle des états du moi. Le parent, normatif ou nourricier, l'adulte et l'enfant. La parentalité interne correspond à la façon dont le parent intériorisé s'active en nous. Est-il soutenant ou jugeant, sécurisant ou contraignant, présent ou défaillant? Mais alors, comment une simple ligne peut révéler la parentalité interne? Dans ce dispositif, la ligne et la courbe deviennent des médiateurs très puissants. Tracer une ligne continue sans lever le crayon, c'est accepter une forme de dépendance au cadre. Je ne peux pas effacer, je ne peux pas revenir en arrière, je dois composer avec ce qui se déploie. Pour certaines personnes, les courbes sont vécues comme enveloppantes, contenantes, presque rassurantes. Mais pour d'autres, elles deviennent rapidement étouffantes, intrusives, voire angoissantes. La manière dont la page est investie, très pleine ou très aérée, révèle souvent la tolérance à la proximité, la capacité à supporter les limites et le rapport à l'encadrement et à l'autorisation.
Pendant ce dispositif, une personne n'a tracé que 2 sillons, presque comme un circuit, très peu de boucles, remplies très rapidement. Elle m'a expliqué qu'elle ne se sentait pas bien lorsque c'était trop rempli. Elle avait besoin d'espace, d'ouverture. On peut entendre ici une difficulté avec les limites. Lorsque celles-ci deviennent trop présentes, elles sont vécues comme un étouffement et non comme une protection. Une autre personne voyait dans ces boucles des petits poissons. Elle avait envie de leur dessiner des queues et de finir avec un dessin d'aquarium. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle ne l'avait pas fait, elle répond « parce que ce n'était pas demandé dans la consigne ». Ce type de réponse est extrêmement parlant. Le cadre n'est pas vécu comme un appui ou une permission, mais comme une interdiction, une contrainte à ne pas dépasser. Cela renvoie souvent à une parentalité interne très normative et peu nourricière. On voit aussi que la personne a envie de fantaisie, de jouer avec l'imaginaire, et donc de s'amuser avec la rigidité du cadre. Mais elle ne se l'autorise pas encore par elle-même. Comme une enfant, elle a encore besoin de demander la permission. Une autre personne a tracé l'ensemble de ces lignes en noir et a rempli ces boucles en noir également de manière très opaque. Dans ses écrits, elle évoque une période de vie marquée par le noir, l'absence d'avenir, l'étouffement. En observant son geste, je perçois qu'elle est au bord de noircir entièrement la feuille, de passer par-dessus les lignes et les courbes pour les recouvrir. Lorsque je lui fais remarquer, elle me répond qu'elle en avait envie mais qu'elle n'a pas osé le faire. Le cadre est ici vécu, encore une fois, comme intouchable, non transformable, même lorsque l'élan pulsionnel appelle une transgression pour investir l'espace de manière plus personnelle. Cette impossibilité de transgresser peut être éclairée par la pensée d'Henri Maldinet, philosophe et phénoménologue de la psychopathologie, qui a travaillé sur la manière dont un sujet est ouvert ou fermé à l'événement, c'est-à-dire à ce qui peut advenir de nouveau dans son existence. Pour Maldinet, la santé psychique ne relève pas seulement du contenu interne, mais de la capacité à accueillir l'événement, à se laisser affecter, déplacer, transformer par ce qui surgit. Il distingue notamment l'ouverture à l'événement, qui permet l'irruption de l'inattendu, et la fermeture existentielle, lorsque le monde n'est plus vécu comme un espace de possible, mais comme un espace saturé et sans issue. Dans ce dessin, le noir tend à saturer la feuille. L'espace n'est plus un lieu où quelque chose peut advenir, mais un espace déjà pris, fermé. L'élan de dépasser les lignes aurait pu faire événement au sens de Maldinet, une rupture, une ouverture. Mais cette transgression ne peut pas avoir lieu. Le cadre reste infranchissable. Le noir ne fonctionne plus ici comme une couleur parmi d'autres, mais comme une atmosphère existentielle, un climat de fermeture, d'engloutissement, de non-advenu. Ce détour par l'art, notamment par le travail de Pierre Soulages, permet de rappeler que le noir n'est jamais en soi porteur d'un sens clinique. Ce qui est cliniquement signifiant, ce n'est pas la couleur, mais la manière dont le sujet habite l'espace qu'il crée. Espace ouvert à l'événement ou au contraire, espace saturé, fermé à toute transformation. Comme l'écrit Maldinet, ce qui est atteint ici, ce n'est pas seulement la liberté face à la règle, mais la capacité même à faire advenir quelque chose dans l'espace de l'expérience. Une autre personne a tracé ces boucles de manière fluide, en choisissant des couleurs claires et aérées, qu'elle a disposées avec beaucoup de soin dans les formes fermées. Au début de l'exercice, elle dit s'être sentie un peu stressée par la consigne, notamment par l'idée de ne pas pouvoir lever le crayon ni revenir en arrière. Le cadre lui apparaissait d'abord comme contraignant, presque insécurisant. Puis au fil du tracé et du remplissage, quelque chose s'est déplacé. La personne décrit un relâchement progressif, une sensation de liberté dans le geste, puis une forme de calme intérieur. Le cadre, d'abord vécu comme une contrainte, est devenu peu à peu un appui,
une structure suffisamment stable pour qu'elle puisse s'y déposer. À la fin de l'exercice, elle évoque une sensation corporelle très parlante. L'impression qu'une ligne continue entourait son corps, comme une enveloppe discrète, une contenance. Le dispositif a ici pleinement joué son rôle de médiateur. Il n'a pas contraint le sujet de l'extérieur, il a permis l'émergence d'un sentiment de sécurité interne. Cette expérience évoque une parentalité interne soutenante. Non pas un parent qui attrape l'enfant par la main pour le tirer en avant dans la précipitation ou dans la contrainte, mais un parent qui pose simplement et doucement une main dans le bas du dos de l'enfant, présent, ajusté et contenant, et qui accompagne le mouvement sans l'imposer. On voit ici comment le cadre, lorsqu'il est suffisamment fiable et non intrusif, peut devenir un support d'autonomie et de sécurité interne, plutôt qu'un obstacle ou une contrainte à subir. Ce dispositif met en tension des opposés fondamentaux, le vide et le plein, la liberté et la contrainte, l'élan et l'interdit, la contenance et l'étouffement. Et c'est précisément cette tension qui permet un travail clinique. Le sujet ne fait pas que dessiner, il rejoue. À travers le geste, sa manière d'avoir été accompagné, contenu et autorisé. C'est à cet endroit que ce dispositif quitte le registre du simple faire ou du loisir créatif. Il devient un espace de mise en forme du rapport au cadre et donc de la parentalité interne. La ligne, la courbe, la couleur ne sont pas des fins en soi. Elles deviennent des supports de symbolisation, c'est-à-dire des lieux où peut s'élaborer ce qui parfois n'a jamais été accompagné. En clinique, un support de symbolisation n'est pas seulement du matériel artistique. C'est un objet médiateur qui permet de transformer un vécu diffus, corporel ou émotionnel, en quelque chose de visible, de pensable et de partageable. Dans ce dispositif, le geste devient regardable puis pensable. Ce qui est agi peut progressivement être mis en mots. On peut dire que la feuille crée un espace transitionnel, au sens de Winnicott, un entre-deux, où le sujet peut expérimenter sa manière d'habiter le cadre sans être immédiatement en danger. C'est là que s'ouvre le travail clinique, non pas dans le dessin en lui-même, mais dans ce qu'il permet d'élaborer du rapport aux limites, à l'autorisation et à la contenance. Le cadre ne dit pas seulement jusqu'où je peux aller, il dit aussi est-ce que je m'autorise à exister. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant ou en me laissant un petit mot. Ça fait une vraie différence pour que ce type de contenu puisse continuer à exister. À bientôt et merci pour la suite.